3 ans de conflit et aucune fin en vue. Depuis février 2015, le Yémen est déchiré par une guerre civile, au départ déclenchée par un coup d'État des rebelles Houthis, une guerre qui s'est rapidement internationalisée avec l'intervention militaire 1 mois plus tard d'une coalition arabe dirigée par le puissant voisin du Yémen, l'Arabie saoudite. Les négociations de paix sous l'égide de l'ONU en juillet et octobre 2016 n'y ont rien fait. C'est donc l'impasse. Bilan à ce jour, plus de 10 000 morts, 3 millions de personnes déplacées, la famine et le choléra qui s'en mêlent également, avec, pour ne rien arranger, Al-Qaïda et le groupe État islamique qui profitent du chaos pour accroître leur présence sur le territoire. Donc, pour revenir sur ce conflit dont on parle très peu, pour comprendre les forces en présence et ce qui se passe, 2 experts du Moyen-Orient, Harit Al-Daba, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, affilié au Cérium également, et spécialisé sur le droit musulman et le Moyen-Orient, comme je le disais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Également Valérie Amirault, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal et également chercheur au Cérium. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci à vous deux d'être là. Donc, oui, pour commencer, les forces en présence. On connaît les rebelles Houthis, il y a le régime... enfin officiellement légitimes en place, mais qui sont-ils exactement? Est-ce qu'il y a d'autres aussi, quelques acteurs importants à considérer? En fait, c'est un paysage quand même très fractionné. On trouve évidemment les rebelles Houthis, qui sont les rebelles du Nord, mais également il y a un mouvement du Sud, qui est le Hirak, qui est un mouvement des anciens généraux, en fait, qui appartient au Yémen du Sud avant l'unification. Qui sont des séparatistes, hein? Qui sont des séparatistes qui veulent en fait l'indépendance et le retour du Yémen du Sud. Ah oui, qui est avant 90. Il y a parti l'Islah, qui est Rassemblement pour la réforme yéménite, et c'est un parti affilié aux Frères musulmans, et qui c'est un parti très important actuellement. Il y a les forces du Congrès populaire de l'ex-président assassiné Saleh. Donc, c'est le Congrès populaire général qui, en fait, gouvernait le Yémen pendant 33 ans. Est-ce que c'est ceux qui sont au pouvoir en ce moment avec le président qui est exilé, en fait, dans une autre ville, mais le président Hadi? Non. C'est pas lui, donc? C'est pas ce force, c'est le force qui appartenait en fait, à l'ex-président Saleh, puis maintenant est quand même assez fragmenté après l'assassinat de l'ex-président. Il y a aussi des forces qui sont alliées justement au président censé être légitime actuellement, qui est le président Hadi, qui a aussi ses propres forces maintenant exilées à Aden. Puis, évidemment, on ajoute à ça Al-Qaïda, qui a des bases très importantes au Yémen, et Daesh, qui profite aussi de l'anarchie, de chaos, pour installer aussi des bases et sa puissance aussi au Yémen. Et à l'intérieur même de ces forces-là, il y a plusieurs groupes, plusieurs fragments, plusieurs factions. Donc, ce n'est pas des groupes qui sont unifiés, mais ça, c'est juste pour schématiser, pour simplifier un peu ce qu'il y a sur le terrain. Donc, très fragmenté. Très fragmenté. Et évidemment, chacun de ces groupes a des bases ethniques, religieuses différentes. Ce qui m'amène à poser la question, Valérie, est-ce qu'il y a des origines ethniques, religieuses ou même idéologiques au conflit? Bref, qu'est-ce qui motive chacun de ces groupes? Alors, pour essayer de répondre à cette question de manière assez simple et pour rendre lisible ce que mon collègue a effectivement bien décrit comme étant une très grande fragmentation en fait, des lignes de conflit, je pense qu'il faut ne pas faire l'économie d'une approche un peu historique, c'est-à-dire bien garder à l'esprit que ce qui se passe aujourd'hui dans le Yémen, dont on est spectateur un peu passif, ce sont des choses qui sont bien antérieures à la fois au printemps dit arabe de 2011, à la crise engendrée par l'intervention de la coalition derrière l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. C'est-à-dire que les lignes de fracture qu'on retrouve aujourd'hui, et je dirais qu'on peut en identifier 3 principalement, elles sont effectivement arrimées à des enjeux ethno-confessionnels, mais elles ne s'y restreignent pas. Donc la première ligne de fracture, c'est la ligne effectivement sécessionniste, dont on avait nord-sud, en gros Sanaa-Aden, dont on pensait qu'elle était finalement rangée aux oubliettes de l'histoire depuis 90. Voilà. Et ce que révèle 2015, ce que révèlent les 3 années de conflit, c'est effectivement la grande fragilité de cet aspect unifié, unitaire du territoire. Là, je précise qu'au moment où on se parle, en fait, depuis dimanche, on est à la fin janvier, là, il y a les rebelles, enfin les séparatistes, justement, dont vous parliez du Sud, qui, là, prennent d'assaut les forces
en exil dans l'ouest du pays, à Aden, effectivement. Exactement. Donc, c'est une résurgence de ce Par les mouvement-là. Émirats. Oui. Surtout soutenue par les Émirats. Une deuxième ligne de fracture, c'est effectivement celle qu'on voit émerger autour d'un côté ceux qu'on appelle les loyalistes, donc qui sont aux côtés du président actuel, du président Hadi, et des Houthis. Donc ça, c'est là aussi une ligne de fracture qui peut être enchâssée dans des alliances tribales dont on a vu la volatilité. Le président Saleh, il a été assassiné par une milice houtiste après avoir été allié avec ces mêmes houthis. Donc de l'extérieur, ces lignes de fracture sont extrêmement volatiles. C'est mouvant. Et c'est peut-être ce qui rend ça extrêmement difficile de l'extérieur. C'est un pays aussi, et j'ajouterai ça en dernière remarque, c'est un pays auquel on a très peu d'accès. Il ne faut pas oublier qu'il y a un blocus. Il y a un blocus aérien, il y a un blocus maritime. À l'intérieur, les frontières, le Yémen, il faut peut-être rappeler aux gens qui sont moins familiers de la géographie de cette région, c'est cette bande qui est d'un côté encadrée par Oman et de l'autre par l'Arabie Saoudite. Donc c'est ce petit rectangle en fait à la pointe de la péninsule. Et la mobilité, l'entrée dans le territoire est très très restreinte, y compris pour les journalistes. Donc du coup, on a énormément de difficultés à avoir une connaissance réelle, ou en tout cas avoir une compréhension jour par jour, heure par heure, de la réalité du terrain. Et j'insiste là-dessus, parce que troisième ligne de fracture, il y a évidemment des mouvements djihadistes qui sont implantés au Yémen. On les a particulièrement connus, nous, en Occident, en 2001, après le 11 septembre. On les a de nouveau beaucoup médiatisés après les attentats contre Charlie Hebdo, puisque l'un des tueurs se réclamait de Al-Qaïda, de Aqaba, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et puis, il y a évidemment des interventions de l'organisation État islamique. Il y a aussi Al-Islah, le parti des frères musulmans. Donc il y a plusieurs groupes qu'on peut assez rapidement homogénéiser, un peu trop rapidement peut-être, derrière la même étiquette, qui donnerait l'impression qu'il y aura aussi un conflit confessionnel, sunnite contre chiite. Mais d'ailleurs, justement, c'est là où je voulais aller ensuite, parce que c'est souvent comme ça, c'est avec cette lunette-là qu'on analyse beaucoup le Moyen-Orient. Dans le cas du Yémen, les Houthis sont chiites, les forces loyalistes seraient sunnites. Comment ça se joue précisément en ce moment, et aussi quelle est la répercussion sur l'aspect international du conflit? La coalition arabe, il y a l'Iran aussi chiite, qui jouerait un rôle. Comment ça se distribue et comment ça s'internationalise finalement dans le cas du Yémen? Oui, est-ce que c'est vraiment un conflit confessionnel sunnite-chiite? Personnellement, je ne le pense pas. Les Houthis, c'est vrai, ce sont des chiites, mais ce n'est pas des chiites, c'est des chiites zaydites. Ce n'est pas les mêmes chiites que les chiites iraniens qui sont imamites, jafarites. Donc le rite est différent. Dans le dogme, dans la doctrine zaydite, on est plus proche du sunnisme que du chiisme à l'iranienne. Donc on n'est pas dans exactement la même idéologie religieuse ou appartenance religieuse. Ce qui s'est passé pour le Houthi, c'est que le Houthi, c'est un clan qui appartient à la communauté zaydite et qui gouvernait le Yémen avant la Révolution, donc avant 1962, avant la proclamation de la République. Donc 50 ans de pouvoir, gouverner le Yémen. Et puis, une fois la Révolution est arrivée et la République est proclamée, se sont repliés dans les montagnes en fait de nord, Saada qui était leur capitale historique, et se sont repliés là et ils étaient marginalisés. Et donc ils ont des revendications plus par rapport à la participation au pouvoir et par rapport au territoire et par rapport à tout ça. Donc c'est des revendications plus ou moins politiques que des revendications religieuses. Ça, donc le grille d'analyse doit être aussi élargi, ce n'est pas juste un conflit confessionnel. D'accord. Est-ce qu'on a raison, dans ce cas-là, d'associer les Houthis, de penser que l'Iran appuie parce qu'on dit que l'Iran appuie les Houthis, l'Arabie saoudite appuie le gouvernement sunnite. L'Iran appuie les Houthis. Et ça, c'est parce que l'Iran a un projet dans la région. Le projet, c'est de créer une zone d'influence qui passe par Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. Et donc, cet axe-là, cette zone d'influence-là est très importante pour les Iraniens. Et donc, ils appuient politiquement Houthi et aussi militairement
Et ça, c'est presque avoué même quand on voit la rhétorique de Abdelmalik al-Houthi, qui est le chef de groupe. On voit que c'est une rhétorique qui est très proche de la rhétorique de Hassan Nasrallah, qui est le chef de Hezbollah libanais. Donc, c'est quand même, il y a une affiliation, il y a un transfert de connaissances et Mais ce n'est pas que confessionnel. Parce que vous dites que le chiisme pratiqué par les Houthis n'est plus proche du sunnisme, finalement. Les intérêts iraniens, les intérêts iraniens font en sorte que créer en fait cette zone d'influence passe par l'appui à ce groupe-là. Mais là, on y touche donc par la bande, mais si on aborde carrément le sujet, quelle est la valeur donc stratégique du Yémen? Est-ce que le territoire lui-même a une valeur, des ressources? On analyse souvent, encore une fois, les conflits au Moyen-Orient, bon, confessionnels aussi pour des raisons de ressources naturelles, des choses comme ça. Mais là, je crois que dans le Yémen, ça ne s'applique pas, ça. Là. Écoutez, il y a la position stratégique d'abord, ça c'est très important. Le Yémen est situé sur le détroit Bab el-Mandeb qui donne sur la mer Rouge. Et si on comprend, c'est là vraiment le canal par là où ça passe tous les pétroles qui passent par la mer Rouge vers Canal Suez et puis après. Donc c'est le lien de trait d'union entre Occident et Orient, entre Asie et Europe et Amérique. Donc tout ça passe par ici. Une zone ultra stratégique. Fermer ce détroit-là, on contrôle en fait un peu le commerce mondial. Et puis il y a des richesses, on en parle très peu, richesses pétrolières, en gaz naturel, très importantes au Yémen. C'est le potentiel, l'exploration est encore à ses débuts. Mais on estime, on ne sait pas encore, on estime que le Yémen détient plus de réserves en pétrole et en gaz naturel que l'Arabie saoudite. Ah oui? Oui. Bon, OK. Il y a tout ça à explorer encore. Pas encore exploré. Le paradoxe étant qu'on est dans un contexte qui est, depuis une trentaine d'années, toujours décrit comme l'un des pays les plus pauvres de la région. Donc il faut ajouter à ça, je souligne, enfin je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, j'ajouterai à ça que l'attrait de ce pays, c'est aussi une extrême fertilité, une population démographiquement, il y a plus de la moitié de la population qui a moins de 16 ans, donc une population très dynamique, potentiellement un marché aussi pour les pays. 26 millions d'habitants, donc c'est des jeunes principalement. Un pays qui est potentiellement un marché pour la région et qui, malgré ça, est le théâtre d'une crise humanitaire comme on a rarement connu. Donc ce qui vient d'être dit sur le côté ressources logistiques et ressources naturelles du pays ne doit pas faire oublier que, effectivement, si l'axe de cette route est si primordial, ça se fait quand même en payant un prix humain extrêmement lourd. Vous avez parlé de l'aspect humanitaire, ce qui m'amène... Dernière question, il nous reste 1 minute à peine. Sempiternelle question, pourquoi, encore une fois, dans cette guerre-ci, la communauté internationale, l'Occident en particulier, n'intervient pas, ou très peu? N'intervient pas. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est évidemment les enjeux financiers. Les 3 premiers clients vendeurs d'armes à l'Arabie saoudite, c'est le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Donc, il y a des enjeux commerciaux énormes dont on ne doit pas sous-estimer la ressource budgétaire. C'est-à-dire que là, on parle de vente de petits matériels de surveillance et de gros avions de ravitaillement pour les pilotes de chasse. Un marché extrêmement juteux dont les différents responsables politiques, pas seulement récemment le président Macron, mais les prédécesseurs se sont toujours vantés. Donc il y a un enjeu énorme derrière ces marchés d'armes. Il y a aussi le fait que cette réalité humanitaire du Yémen, elle est connue, elle est documentée, et il y a une forme, on peut dire, de cynisme doublé d'indifférence qui devient de plus en plus difficile à justifier. Oui, et évidemment, on a vu ça dans de nombreuses guerres, déjà. Harit Al-Daba, Valérie Amirault, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.